Mytel ou Alcatel sont à la fois des éditeurs, des équipementiers, et quelques ESN qui sont venus à travers, comme Keops Technologies ou alors Tipco, qui sont venus via le Syntec numérique et notre partenariat. Donc le club grossit de plus en plus d'acteurs qui viennent de tous ces mondes, son environnement. On en a aussi qui viennent de la cyber. Voilà, donc c'est assez sympathique, sachant qu'au départ, on était à 80-90% des installateurs en téléphonie. Alors, si tu peux passer l'autre slide. Voilà. Alors, l'actualité, la dernière actualité, bon, ça y est, vous avez. Ah, tu peux repasser. Ouais, EI Télécom qui devient Bouygues Télécom Business Distribution. Ça, effectivement, Nicolas Gilbert nous en dira un petit mot puisque je vous donnerai la parole, puisque c'est un de nos intervenants. Vous avez aussi vu que VoIP Télécom a acquis l'opérateur Codepi après des mois de négociations. Codepi, qui était un petit opérateur qui fait quand même 12 millions d'euros, qui était beaucoup. Comment? Non, qui était dans la VGA surtout. Et la dernière information, ça a été IP Line qui rejoint le groupe Destiny. IP Line, les Lyonnais les connaissent, c'est un de nos adhérents de Lyon, société qui fait 10-12 millions d'euros aussi et qui était spécialisée dans l'hébergement et aussi la cybersécurité, solutions de cyber. Et qui rejoint donc OpenIP by Destiny, le groupe Destiny. Qui maintenant, alors Laurent va nous dire que ça pèse 120 millions d'euros, c'est ça actuellement, avec cette nouvelle acquisition. Et Blue aussi, qui est un de nos adhérents, hein, Bretagne Télécom, ex-Bretagne Télécom, qui a racheté Oceanis, qui est un petit intégrateur nantais. Voilà, donc ça bouge et ça va continuer. C'est une accélération. On voit bien aussi que des grands groupes européens, d'ailleurs Heinrich pourra en parler aussi avec Bertrand, sont un petit peu à l'affût de différentes opportunités dans les différents pays européens. C'est quelque chose d'assez nouveau. Si tu veux passer à l'autre slide. Alors, l'actualité du CDRT, puisque ça c'était l'actualité de nos adhérents, vous allez recevoir un baromètre des communications unifiées. On a travaillé avec le cabinet Skoll Marketing sur un baromètre pour savoir où on en est dans les réseaux télécoms, à la fois sur, ça va toucher le chiffre d'affaires, les zones d'embauche, mais surtout les solutions qui sont utilisées. Donc, c'est un questionnaire qui dure à peu près 10 à 15 minutes. Je vous demanderai d'y répondre. L'idée, c'est 400 sociétés, on est 160 au CDRT, mais on va au-delà du CDRT. 400 sociétés seront donc contactées avec une personne. Et le 18 novembre, on fera une grande soirée à l'espace Hamelin pour donner les résultats de cette enquête et faire quelque chose autour des communications unifiées. Allô? Ouais, je vous en dirai un petit peu plus, mais donc le questionnaire va partir la semaine prochaine et je vous demande d'y répondre, voilà, si c'est possible. Ensuite, le CDRT est partenaire de Negaoctet pour la mise en œuvre d'un référentiel de l'empreinte carbone. Ça aussi, ça c'est ce qui tient à cœur à notre président, c'est d'être vraiment de travailler sur la diminution de l'empreinte carbone dans le numérique. Et avec Act for a Better Planet qu'il a mis en place, c'est aussi que le CDRT soit dans cette bonne mouvance de la diminution effectivement de l'empreinte carbone dans notre secteur, puisqu'il faut bien savoir que notre secteur du numérique va dans quelques temps dépasser en termes d'empreinte carbone l'aéronautique. Donc voilà. Donc, et il y a un nouveau fanion pour le CDRT, on vous l'avait présenté la dernière fois. Donc, si tu peux passer aussi, JB, voilà, c'est celui-là. Et la prochaine slide, c'est nos prochains événements. Alors, enfin, on va se retrouver après de longs mois d'absence. Donc, le prochain, c'est à Paris. Ça a lieu donc sur la péniche Enjo. C'est juste au pied de Notre-Dame. Alors, il y a des parkings dans le coin, mais c'est accessible. Hein. Scos Telecom va nous aider, nous a permis aussi de monter cet événement. C'est uniquement, hein, comme on dit, pas de programme, pas de PowerPoint, pas de grand discours, juste le plaisir de se revoir. Rien que ça servira c'est un excellent thème pour se retrouver. Donc, ça durera alors, c'est pas à 17h30, mais c'est une erreur là, mais c'était à partir de 19h, de 19h à 22h, 21h, 22h, sur la péniche Enjo.
On a aussi un événement qui aura lieu sous la même forme d'un cocktail after work. Alors, je dis cocktail after work, ce sera pas un cocktail vraiment dînatoire. Il y aura de quoi manger correctement. Mais bon, voilà, si après vous voulez aller dîner, vous pourrez toujours. En tout cas, au 1er juillet, ce sera possible après 21h. Donc à Lyon, donc le 1er juillet, et le 8 juillet à Nantes, ce sera dans un endroit qui est sympa, qui s'appelle la Cache Shelter. C'est un garage d'Harley Davidson, qui fait aussi bar. Voilà, donc uniquement le plaisir de se retrouver. On recommencera des programmes un peu plus élaborés avec des thématiques à partir de septembre. Voilà. Et les prochains, ce sera aussi sur Lyon et Toulouse sur septembre, de faire aussi un apéro dînatoire. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir commencer à présenter nos invités de ce soir. Voilà, alors les invités, donc Laurent malheureusement ne sera pas là, donc je vais officier tout seul ce soir. La thématique de la soirée, c'est comment les usages mobiles en entreprise vont se développer durant les prochaines années. Alors, on va faire peut-être un point sur ce qui s'est passé dernièrement, mais surtout, ce qui nous intéresse, le CDRT, on est aussi un club de la prospective. Et ça, c'est intéressant d'avoir un peu votre avis, parce que vous êtes tous des spécialistes. Donc, avec Nicolas Gilbert, qui est de Bouygues Télécom Business Distribution, ex-EI Télécom, qui est le directeur général. Donc, Bertrand Porcelot d'Henrich, Managing Director dans Henrich for Service Providers. Donc, Jean-Baptiste Pecci, OpenIP, qui va m'aider aussi à faire fonctionner le webinaire ce soir, qui est le directeur général. Et Luc Perrodin de Keio, directeur général, que j'ai un ancien, effectivement, de Bouygues Télécom, toujours rattaché à Bouygues avec Keio, et qui connaît bien, effectivement, cette problématique de la mobilité, puisque ça fait des années qu'il le fait ici dans ce domaine. Voilà, donc ce que je vais commencer. Je dois bosser, parce qu'après, c'est lui qui se fait engueuler. Hein. Comment? Oui. Allô, qu'est-ce qu'il parle là? Ouais. Donc, je vais demander. Alors, je vais commencer par une petite introduction sur cette thématique. La crise du coronavirus, avec le développement effectivement du télétravail, a accéléré l'adoption de nouveaux usages en entreprise. Et les outils utilisés ont été généralement performants. On a bien vu que ça avait bien fonctionné. Parmi eux, on a constaté un développement rapide des usages mobiles. Là, je reprends une petite étude qui avait été faite en 2019 par Orange. 81% des entreprises de moins de 50 salariés sont équipées de smartphones, dont 30% de téléphones personnels, 60% d'ordinateurs portables et 18% de tablettes, selon les études de 2019 réalisées par le cabinet Enov pour la division entreprise d'Orange. Donc, avec la reprise et l'installation dans la durée du travail hybride, ce qu'on entend par travail hybride, c'est effectivement du télétravail en même temps que du présentiel, se pose la question de comment les usages mobiles en entreprise vont se développer durant ces prochaines années. On a vu que c'était un outil indispensable, ça tout le monde en est convaincu, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses nouvelles qui vont arriver? Donc, merci d'enlever le PowerPoint. Donc, je vais demander donc à chacun une petite présentation, de se présenter, et après on rentrera un petit peu, on rentrera un peu dans le vif du sujet. Donc, je vais commencer par Luc. Luc, si tu peux te présenter, tu as 2-3 minutes pour nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et puis sur le sujet, si tu avais quelque chose à nous dire tout de suite. Donc je rappelle le sujet, c'est comment les usages mobiles en entreprise vont se développer durant ces prochaines années. Je te laisse la parole, Luc. Merci, bonsoir à tous. Là, moi, je suis effectivement donc, ravi d'être là. Luc Perrodin, donc j'ai la direction générale de Keio depuis 2 ans. Keio, c'est un opérateur que vous connaissez, opérateur alternatif, éditeur de ses propres solutions, ce qui est extrêmement important. On va y revenir après sur les sujets de convergence et de fixe aussi, il n'y a pas que le mobile. On est spécialiste du marché PME, donc là-dessus, on est très très focus là-dessus. Et effectivement, on est, comme l'a dit Philippe, donc filiale de Bouygues Télécom depuis 2 ans. Donc à ce titre-là, on a rajouté à notre carte de visite le fait d'être indirectement une sorte d'opérateur de réseau, en plus d'être un opérateur alternatif. Donc on a quand même pas mal de qualités, donc qui doivent en tout cas séduire en tout cas beaucoup plus de monde, et c'est en tout cas un des chantiers que l'on a. On travaille aujourd'hui avec à la fois un réseau donc, direct et indirect.
Et on a la volonté, Laurent Marchal est là dans l'assistance, en tout cas, de développer toujours plus notre réseau de revendeurs, de séduire toujours plus nos distributeurs et de faire en sorte qu'on leur apporte aussi plein de bonheur, à la fois sur le fixe et sur le mobile. Sur le sujet du développement des usages mobiles et du changement des usages mobiles, alors je ne sais pas si tu veux qu'on attaque tout de suite maintenant, Philippe. Non, mais je vais te poser les questions, mais tu as peut-être un petit mot juste à dire, mais après, il y a les questions. Moi, je suis en tout cas, ma mission avec Keio et que ma maison mère me donne, c'est démocratiser l'usage du mobile, faire en sorte que le plus de possible de PME développent donc, à la fois les gens équipés, le nombre de personnes équipées et les usages qu'ils en font. Donc pour ça, il faut qu'on continue à simplifier, il faut continuer à rendre accessible cette offre-là. Et ça passe aussi, je le répète, hein, par le fait de séduire des intégrateurs, de séduire des distributeurs à aller de plus en plus vers le mobile. Moi, j'ai passé 25 ans chez Bouygues Télécom et donc du coup, le mobile, effectivement, j'étais un tout petit peu picousé à ça. Je reste convaincu que le monde de l'intégration et le monde de la distribution ne prend pas toute la mesure de ce qui est possible d'être fait avec le mobile. C'est notre responsabilité, nous, de simplifier ce truc-là, d'accéder à ça. Ça passe par, effectivement, de l'aide, de l'assistance et de la rémunération. C'est notre coup de créneau des prochains mois et des prochaines années de pouvoir toujours plus développer cet usage. Et ma conviction, c'est que le Covid a fait, entre autres, changer la donne dans la tête des patrons de PME, non pas sur révolutionner plein d'applications différentes, mais effectivement sans doute d'équiper un peu plus de monde. Parce qu'il y a des toutes petites PME qui équipaient plutôt assez largement leurs salariés, mais dès qu'on montait en taille, on se retrouvait quand même avec un équipement partiel. Et je pense qu'effectivement, je suis convaincu que les PME vont aller de plus en plus vers un équipement centralisé pour pouvoir aussi gérer d'autres sujets dont on va parler aujourd'hui, comme la convergence, qui va rester un sujet en tout cas extrêmement structurant. Alors, merci Luc. Je passe la parole à Nicolas, qui va se présenter, puisque je pense que tu es une personne qu'on ne connaît pas bien dans notre réseau. Donc voilà, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Donc Nicolas Guilbert, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors plusieurs mots. Bon, moi déjà je suis un historique d'Euro Information Télécom puisque j'ai participé à la création de cet opérateur il y a 15 ans au sein du groupe Média Énergie avec Jérôme Birba à l'époque. Et puis petit à petit on l'a fait grossir. On a intégré le Crédit Mutuel CIC qui est monté au capital et qui nous a ouvert sa distribution bancaire. On a réussi aussi à diversifier le modèle en ayant un modèle full MVNO très opérateur. Et puis, au 31 décembre, on a été racheté par Bouygues Télécom. Et donc, on s'appelle aujourd'hui Bouygues Télécom Distribution, dont la présidente est Aurélie Stockpoff. Et on a trois lignes de marché. On a une ligne de marché de la distribution bancaire. On a une ligne de marché sur les licences de marque, dont Énergie, dont Cdiscount, qui est principalement distribuée sur le digital. Et puis, on a une ligne de marché pour laquelle je suis aujourd'hui, qui est la ligne de marché wholesale, puisqu'on a une 60aine de partenaires à qui on distribue du wholesale mobile. Sur la partie usage mobile, on va en parler beaucoup aujourd'hui. Moi, j'ai juste un mot à dire très, très simple, c'est que j'ai trouvé que la crise du Covid, finalement, avait redonné des lettres de noblesse au métier d'opérateur, puisque, in fine, bon, depuis le lancement de Free, on avait été un petit peu bousculé dans l'image publique et finalement, on s'est aperçu que l'accès Internet, qu'il soit fixe ou mobile, finalement, était aussi important que l'accès électrique ou que l'eau potable. Et voilà, je trouve que ça a redonné de vraies lettres de noblesse au métier d'opérateur et ça nous a remis un peu l'église au milieu du village pour parler familièrement. Donc voilà, ravi d'être avec vous et d'échanger aujourd'hui. Merci Nicolas. Je passe la parole à Bertrand Pourcelot. Bonsoir à tous, donc Bertrand Pourcelot, je suis le managing director de Enrich for Service Providers en bon français. Au préalable, j'étais le directeur général de Sentil et Sentil a rejoint le groupe Enrich il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et les activités de Sentil sont maintenant dans le périmètre de Enrich for Service Providers, à fournir des solutions de communication unifiées à destination des opérateurs, des intégrateurs, tous les acteurs qui sont ou veulent devenir fournisseurs de services. Quelques mots sur Enrich.
Enrich est un groupe européen. Les trois principales sociétés fondatrices d'Enrich sont VoiceWorks aux Pays-Bas. VoiceWorks, c'est l'équivalent un petit peu d'un C1 hollandais, en un peu plus gros. De Swix, éditeur d'IPBX allemand et principal fournisseur des IPBX de Deutsche Telekom sur le marché germanique, et de Sentil, éditeur de plateforme. L'ambition d'Enrich est d'être le leader européen des solutions de communication as a service. Il y a beaucoup de mastodontes et d'acteurs parfois un peu hégémoniques américains. Notre ambition, c'est d'être leur principale alternative européenne. Peut-être deux, trois chiffres. Enrich, c'est 950 personnes. C'est une présence dans 16 pays. Environ 2 millions d'utilisateurs derrière les plateformes de nos différents clients, revendeurs et opérateurs. Et c'est à peu près 1700 revendeurs, une centaine de clients opérateurs pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 200 millions d'euros. Voilà. Et sur la mobilité, ça va être le thème, mais Sentil a toujours été un précurseur dans la mobilité, en particulier en Europe du Nord, et VoiceWorks également aux Pays-Bas, puisque c'est le principal MVNO hollandais, full MVNO hollandais. Mais on pourra en parler un peu plus tard. Merci Bertrand. Je terminerai par Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Jean-Baptiste Péqui, je suis directeur général d'OpenIP by Destiny. OpenIP, c'est une entreprise qui a été créée il y a une quinzaine d'années par Laurent Silvestri, qui a pour objectif d'aider tous les intégrateurs à embarquer la composante télécom de manière assez large dans leur offre de services pour amener aux entreprises une offre globale et un accompagnement de proximité. On est depuis un peu plus d'1 an intégré dans le groupe Destiny qui est présent en Belgique et en Hollande, qui a cette même philosophie, avec cette ambition également d'avoir nos propres plateformes de services, nos propres produits pour amener la meilleure expérience utilisateur possible à nos intégrateurs. Sur le mobile, c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment intéressant. Moi, personnellement, durant ma carrière, c'est un sujet que j'ai suivi de près. On en parlait juste avant la préparation de la présentation avec Luc. On travaillait ensemble chez Bouygues Télécom au tout début des années 2000, là où c'était la folie de l'équipement en ligne mobile, où je me souviens, les commerciaux explosaient leurs objectifs tous les mois. On activait je ne sais plus combien de lignes mobiles avec des téléphones 2G, Nokia 3310 et autres. Donc, c'était vraiment le tout début. Et on a vu avec Luc arriver le début du GPRS, de la data mobile. Et on en parlait avec un peu, de manière un petit peu amusée, parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait faire avec le GPRS. À l'époque, on allait voir les entreprises qui nous disaient « mais à quoi ça sert d'avoir mes emails sur mon téléphone? Je les ai déjà sur mon PC ». Et effectivement, au fur et à mesure, tout ça s'est enrichi, les smartphones sont arrivés. Il y a eu une vraie rupture sur le marché en France avec l'arrivée de Free, qui a remis en cause totalement le modèle économique qui s'était construit sur le mobile, où on innovait finalement assez peu autour du mobile, en étant uniquement sur de la logique d'activation de lignes et de conquête de marché. Et là, c'est vrai que depuis peu, avec tout ce que la période Covid a accéléré, le mobile devient un must-have dans un catalogue, dans ce qu'on amène à nos partenaires. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec les applications qui se développent autour du mobile, avec beaucoup d'envie du côté des entreprises de se digitaliser sans forcément savoir trop comment, est-ce que c'est juste équiper tout le monde d'une solution comme Teams? Est-ce que c'est aller carrément développer des applications verticales en interne? C'est certainement un petit peu tout ça. Mais on voit que le mobile est au centre de cette expérience et est partie intégrante de tout ça, et que notre écosystème de partenaires a vraiment la capacité à créer de la valeur ajoutée autour de ces usages. Et j'ai l'impression effectivement qu'on est en train d'ouvrir un nouveau chapitre là-dessus. Et c'est un petit peu comme au début du GPRS. On ne savait pas trop ce que tout ça allait donner. On ne savait pas trop qu'on allait atterrir sur ce monde d'applications. Et on va, avec beaucoup d'humilité, je pense, tous ensemble, aider nos clients entreprises au final à créer des nouveaux usages, à les inventer, et puis surtout à essayer de les partager tous ensemble, parce que c'est ça qui va créer de la valeur.
Merci Jean-Baptiste. Donc, je commence par une première question qui s'adresse un peu à tous. On verra ceux qui veulent répondre en priorité. Alors, le Covid est l'accélération de la transformation digitale matérialisée par la migration des applications dans le cloud, transforme nos habitudes, les habitudes de nos entreprises et de leurs salariés. Une des conséquences principales est le travail hybride et la mobilité des salariés. Quel rôle jouera le terminal mobile et le smartphone dans l'après-Covid? Alors voilà, qu'est-ce qui veut répondre à cette question sur le mobile, le travail hybride? Voilà, quel rôle va jouer vraiment le mobile? Est-ce que Luc, tu as des choses à ajouter? Tu veux commencer? Non, non, on a déjà un peu abordé le sujet, mais c'est sûr que le Covid. Alors d'abord, moi, je suis convaincu que les PME, elles n'ont pas attendu le Covid pour se dire que les mobiles, c'était intéressant dans leur business. Hein, donc, c'est pas tout à fait nouveau, hein, c'est pas une révolution. En revanche, c'est sûr qu'il y a une accélération, il va y avoir une accélération de l'équipement. Alors, parce que, effectivement, le travail hybride, c'est quelque chose qui s'impose aux entreprises. Donc, qu'on le veuille ou non, on ne travaillera plus pareil. Donc, dans les entreprises, qu'on le veuille ou non, qu'on soit un manager ayant l'habitude de manager en proximité ses collaborateurs ou de laisser de la liberté avec déjà du télétravail dans l'entreprise, quelle que soit la position de chaque patron et chaque dirigeant, de toute manière, le Covid a fait changer l'état d'esprit et a imposé le fait que nos collaborateurs ne vont plus travailler uniquement au bureau et vont travailler régulièrement ailleurs qu'au bureau et en particulier chez eux. Donc le mobile fait partie en tout cas du dispositif qui sera de plus en plus structurant et important. Ce ne sera pas le seul, mais il sera de plus en plus structurant et important. Donc, ce qu'a dit tout à l'heure JB sur les usages de Teams et d'applications équivalentes, c'est sûr que ça a aussi c'est une révolution, quoi. C'est une révolution encore plus importante. Alors, il y a aussi des applications de ce type-là qui sont utilisées sur le mobile. Donc c'est sûr que moi, ma conviction, c'est que les entreprises n'ont pas attendu la crise du Covid pour comprendre l'intérêt et l'importance du mobile. Sans doute que les applications métiers vont avoir encore plus le vent en poupe parce que justement les entreprises vont considérer que leurs salariés vont naturellement travailler ailleurs que simplement dans l'entreprise. Et donc l'impératif de pouvoir mettre ces applications métiers sur le mobile, ça va être encore plus structurant, mais le truc avait déjà démarré, le truc avait été déjà embarqué. Et la technologie autour du mobile, les réseaux du mobile, la disponibilité du mobile, les terminaux mobiles, donc leur performance a déjà fait quand même exploser beaucoup de choses donc, ces dernières années. Donc voilà, c'est un accélérateur, ça c'est sûr, mais c'est plus la façon de travailler qui va changer que l'usage du mobile. L'usage du mobile, ce sera une conséquence de ça. D'accord, merci Luc. Nicolas, tu as peut-être des choses à ajouter ou... Non, mais je suis en phase avec ce que vient de dire Luc. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui avaient déjà testé le télétravail, mais beaucoup d'entreprises également qui ne l'avaient pas fait. Et finalement, le Covid a permis de faire pour tout le monde un test grandeur nature du télétravail de manière un peu forcée. Je le vois chez EIT, on était plutôt anti-télétravail, hein, si je prends notre cas particulier, et on s'est aperçu, comme beaucoup d'entreprises, finalement, que la productivité, elle était au moins aussi bonne en télétravail à partir du moment où on avait les bons outils et la bonne bande passante. Et on s'est même aperçu que dans notre manière de gérer notre temps, le Teams nous faisait gagner un temps conséquent sur des réunions qui ne méritaient pas nécessairement du présentiel. Donc je pense que le monde d'après-Covid ne sera plus jamais comme celui qu'on a connu avant. On voit bien, beaucoup d'entreprises commencent à mettre en place des accords de télétravail. La norme qui a l'air quand même de s'imposer de manière assez générale, je parle en moyenne française, hein, pas forcément sur les PME, c'est 2 jours de télétravail par semaine. Donc forcément, les besoins en smartphone, en applications mobiles performantes, en intranet sur le cloud bien géré va continuer à s'accélérer. Mais c'est sûr qu'on a franchi un peu le cap Horn avec cette crise du Covid et vraiment nos modes de vie vont être définitivement bouleversés. Merci Nicolas. Est-ce que Bertrand ou Jean-Baptiste, vous avez des choses à ajouter? Moi, ce qui m'interpelle parfois, c'est est-ce qu'on imagine, sans le cloud et sans le smartphone, comment on aurait vécu ces longues périodes de confinement. Et je pense qu'en premier chef, il faut dire un grand merci à ces technologies
qui parfois sont décriées, polluantes, tout ce qu'on veut. On pourra en reparler, mais voilà, ma première réaction, c'est un grand merci parce que je pense que ces périodes auraient été vraiment très, très délicates. Peut-être une grosse prise de conscience quand même, c'est l'importance pendant ces périodes de télétravail, c'est l'importance de la connectivité à domicile. Alors peut-être pas dans tous les lieux, peut-être pas à Paris, peut-être pas, etc. Mais en province, en tout cas, et dans pas mal d'endroits, des difficultés de connectivité à domicile et aussi des difficultés d'aménagement d'espace pour travailler de manière régulièrement à domicile. Et je pense aussi que je crois que c'est Luc qui parlait de proximité, je crois, mais en fait, je pense que c'est un nouveau concept de proximité, c'est comment travailler en proximité à distance, même si ça peut paraître un peu contradictoire, grâce aux outils. Et je pense que là, il y a tout un apprentissage à faire de travail d'équipe. Alors, JB, je pose une autre question. Tu veux répondre à celle-là ou... Allez, vas-y. Alors, On est moi, là pour ça. je vais te poser une question et à vous, vous pourrez répondre aussi. Moi, c'est une phrase que j'ai retrouvée que j'aime beaucoup. C'est le cloud et l'outil mobile sont deux vecteurs de la mobilité. C'est ce que vient de dire Bertrand. Et le cloud a pu se développer grâce au mobile et les mobiles ont été déployés aussi largement grâce au cloud. Que pensez-vous de cette information? C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Jean-Baptiste, tu as peut-être quelque chose à ajouter sur ça? Écoute, après on parle beaucoup de technologie, peut-être qu'on reviendra à ça, c'est qu'on a tendance aussi, je ne sais pas si comme maintenant que j'ai des collègues belges et hollandais, je me rends compte que les Belges sont un peu comme nous à parler un peu trop techno, mais les Hollandais sont très orientés fonctionnalité, service, bénéfice client. Mais c'est vrai, si on reste sur l'aspect technologique, si on regarde le cloud, qu'est-ce que ça a permis? Le cloud, ça a permis de faciliter les usages hors du réseau local. Moi, je me souviens encore à une époque, les connexions VPN pour se connecter aux applications informatiques étaient hébergées dans l'entreprise. Ça ne facilitait pas tout ça. Aujourd'hui, finalement, quand un utilisateur sort de son LAN, il ne se pose plus trop la question de savoir est-ce qu'il va avoir encore accès à ces services, à ces applications. Et évidemment, derrière, étant donné que souvent ces applications elles sont multi-device, il va pouvoir les utiliser de plein de manières différentes. Donc, oui, évidemment, mais ça rejoint un petit peu ce que disait Bertrand dans le contexte Covid. C'est finalement merci à ces technologies qui nous ont fait vraiment franchir le cap et qui ont permis à beaucoup de business de passer cette période sans trop de difficultés sur le plan opérationnel. Après, sur le plan du mental des équipes, de la distance et de l'impact plutôt humain, c'est encore un autre sujet. Et c'est certainement des sujets d'ailleurs sur lesquels on a encore très peu d'expérience et sur lesquels il y aura besoin de beaucoup d'études et d'accompagnement. Enfin, ça, je le dis en regardant comment se sont comportées les équipes chez OpenIP, plutôt très bien, mais où je sens un certain niveau de fragilité. Mais donc, oui, évidemment, le cloud et le mobile sont indissociables de tous les usages qu'on a pu inventer et qu'on va inventer sur les mois à venir. Mais je trouve que ce qui est important pour revenir à cette idée de sortir un peu de la techno et de réfléchir aux usages, moi je suis vraiment persuadé aujourd'hui qu'on a créé à peine 2% des usages qu'on va réellement développer dans les mois ou les années à venir autour de ce sujet-là et que ces technologies vont nous permettre de mettre en œuvre. Luc ou Nicolas, ou des choses à rajouter? Alors moi, pour te perturber, Philippe, je ne suis pas fan de cette affirmation. Donc, très bien. Je pense que le cloud et la mobilité sont effectivement deux sujets extrêmement structurants et je suis tout à fait d'accord sur le fait que sans ça, je pense que la crise du Covid aurait été dramatique pour les boîtes et donc elle nous a permis quand même de passer le cap. Mais est-ce que l'un est lié à l'autre et c'est quoi la poule et l'œuf? C'est quoi le premier qui a servi et l'autre? Franchement, je ne crois pas que le truc soit complètement lié. Le mobile existait déjà, le cloud, les raisons pour lesquelles les entreprises mettent leurs applications dans le cloud, ce n'est pas simplement et uniquement pour un usage en mobilité facilité, c'est aussi pour plein d'autres raisons de simplicité, d'évolutivité, de sécurité, donc, qui fait que justement, après, les usages des collaborateurs et les usages des applications sont simplifiés aussi partout et sur n'importe quel device. Mais ce n'est pas pour un usage, en tout cas,
simplement de pouvoir accéder en mobilité à ces applicatifs que les entreprises ont fait le choix d'aller dans le cloud. Donc, c'est pour ça que c'était juste pour dire que je n'étais pas d'accord avec toi, Philippe. Bah, très bien, non, mais il faut… Moi, je les trouve très, très complémentaires et très interdépendants parce qu'en fait, alors ça dépend ce qu'on appelle le cloud, parce que cloud, c'est plein de choses à la fois, mais les capacités de stockage centralisées, la connectivité sont des prérequis pour permettre une richesse en termes de mobilité. Mais après aussi, le smartphone, c'est aussi l'élément indispensable. C'est un catalyseur incroyable d'innovation. Quand on voit les facilités d'usage et on a nos vies personnelles et professionnelles dans les smartphones, qu'on s'en réjouisse ou pas. Et vraiment, le smartphone, c'est synonyme de facilité, de rapidité. Donc, il y a eu vraiment pour moi un inter-renforcement des deux. Et oui, effectivement, la poule et l'œuf, je ne sais pas, mais l'infrastructure et la connectivité sont vraiment aussi des prérequis pour l'avènement du smartphone et de la mobilité. D'accord. Nicolas, tu auras une chose à rajouter sur ce côté-là ou pas forcément? Voilà. Non, je suis en phase avec ce qui a été dit. Après, bon, c'est vrai qu'il y a plein de vecteurs qui ont fait accélérer le cloud aussi. Vous les connaissez encore mieux que moi, les machines virtuelles, etc. Mais c'est vrai que ce sont deux univers, enfin un écosystème qui vit assez en symbiose en ce moment. Et puis on sent que le as a service maintenant est devenu la manière de consommer du service logiciel numéro un. Donc il y a quand même pas une interdépendance, mais une complémentarité qui est aujourd'hui évidente. Mais ils se sont sans doute développés sur des couches un peu différentes au départ. Ok, merci Nicolas. Alors, je voudrais vous poser une question, alors peut-être JB ou des gens qui ont l'habitude avec leurs employés, leurs salariés, d'adopter peut-être des postures participatives avec le mobile. Donc là, durant l'année passée, les outils de collaboration, durant cette année, les outils de collaboration, les Teams, Zoom et autres, se sont déployés à très grande échelle. En interne, ces plateformes permettent d'informer plus efficacement les équipes, et cela même si elles sont dispersées sur plusieurs sites, ce qui est le cas de plusieurs d'entre vous, mais aussi de générer un engagement de plus en plus important en adoptant une posture participative. Ces outils sont donc utilisables d'un PC, d'une tablette ou d'un smartphone. Les utilisateurs ont-ils vraiment leur smartphone pour interréagir? Est-ce qu'ils utilisent justement, quand vous faites du participatif, est-ce qu'ils utilisent leur smartphone pour faire ça, pour interagir au côté collaboratif? Voilà. Est-ce que Jean-Baptiste, tu as une réponse sur ça ou… Ça marche, Philippe. C'est le sujet peut-être du bac philo 2021, mais je vais essayer. Aujourd'hui, oui, le smartphone, c'est un moyen d'interagir. Alors, si j'essaye de répondre concrètement à cette question, ce qu'on a constaté, nous, par exemple, sur nos offres de communication unifiée, c'est qu'on a eu une vraie explosion du téléchargement de l'application smartphone et une augmentation forte de la souscription des licences qui permettait justement tout ce qui est visio, tout ce qui est application smartphone. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup de boîtes qui prenaient, je sais pas moi, sur un client standard, une dizaine de licences comme unifiées. Et sur ces 10 licences, il y avait 3-4 licences un peu premium qui permettaient d'avoir tous les services. Alors qu'aujourd'hui, ça devient vraiment la norme et qu'on a une part de ces licences premium qui permettent justement ces usages smartphone qui est bien plus importante. Donc ça, concrètement, oui. Après, à titre personnel, à l'intérieur d'OpenIP ou avec nos partenaires, nos fournisseurs, moi j'ai remarqué que énormément de cas de visio où je voyais des utilisateurs en train de conduire avec leur smartphone en visio et c'était pas forcément des usages auxquels on était trop habitués. Donc ouais, c'est sûr, le smartphone permet d'interagir, mais je pense qu'on reviendra sur cette question pendant cet échange. Est-ce que c'est le seul représentant de la mobilité? Est-ce que c'est le seul outil? Et est-ce qu'en réalité, par rapport à ce qu'amène le cloud et la mobilité, on n'est pas juste sur un désir des utilisateurs d'être sans couture, quel que soit leur device, quelle que soit leur localisation, et de plus aller réfléchir à dire tout doit être accessible tout le temps par des moyens ergonomiques, mais finalement sans venir trop modifier l'expérience utilisateur. Bertrand ou Luc, vous avez des choses à rajouter sur cette question sur l'interaction
En fait, pour moi, il y a plusieurs types d'interactions, hein. Il y a tout ce qui est usage en chat et communication, je dirais, très brève ou très rapide et asynchrone. Et il y a tout ce qui est vidéo collaboration. Et à cet égard, je dirais que toutes les solutions de vidéo collaboration sur le mobile ne sont pas égales. Parce que certaines, je dirais, sont très performantes en environnement desktop, mais beaucoup moins en environnement mobile. Et quand on essaye, par exemple, de dérouler une séquence de vidéo collaboration et de piloter un webinar en version mobile, mieux vaut bien choisir sa solution. Et à titre personnel et par expérience, on a vu la qualité de solutions comme Zoom en environnement mobile. Certaines solutions étaient davantage pensées sous l'axe mobile. Et je pense que c'est aussi ça l'avènement. C'est une des questions qu'on va vous poser. D'autres sur cette question, il y a Nicolas, non? Tu es pas particulièrement. Non, bah écoutez, moi je vous parle depuis mon mobile, donc je suis complètement en phase avec le fait que désormais, effectivement, il y a des applications qui sont pensées mobile first. Je pense qu'elles vont être de plus en plus nombreuses. Je ne connaissais pas, a l'air de plutôt être quand même pensé aussi pour le mobile. Donc je pense qu'effectivement, ça va de plus en plus se développer, de plus en plus être pensé quand même mobile first, puisque Voilà, c'est la question qu'on va poser justement, la prochaine. On va en parler de ça. Luc, juste, on nous parle beaucoup de digital workplace, c'est un sujet qu'on a déjà aussi traité au CDRT. Voyez-vous donc arriver de nouvelles applications métiers justement pour les PME, sont-elles pensées mobile first? Justement, ça corrobore à ce que Nicolas vient de dire. Est-ce que maintenant, quand on fait de l'appli, on pense mobile first? Non, je pense que les applications ne sont pas toutes encore designées mobile. Elles sont de plus en plus designées mobile. Donc, je ne parlerai pas de mobile first, mais de plus en plus, ça c'est sûr. Et de plus en plus, je disais, Jean-Baptiste, de sans couture. C'est avec l'utilisateur veut pouvoir faire de façon aussi fluide ce qu'il fait sur son desktop que sur son mobile. Donc, c'est ça aujourd'hui la suite dans laquelle on doit répondre aux besoins des clients. Et ça rejoint aussi un sujet qu'on va voir plus loin, c'est la complémentarité entre les usages fixes et mobiles, que ce soit en voix ou justement en visio. Donc, on a besoin aujourd'hui de se dire que le truc va être de plus en plus complémentaire. Donc, il va falloir savoir traduire, savoir apporter des réponses à la fois dans un environnement PC que dans un environnement mobile. Il va falloir que les applications, comme c'est Bertrand qui disait, soient presque aussi performantes sur le mobile que sur le PC. Ça, c'est sûr que c'est des impératifs parce que les utilisateurs vont avoir besoin de ne pas se poser de questions et de pouvoir utiliser aussi facilement l'un comme l'autre. Nous, on a acheté une petite boîte qui s'appelle Apizzy, qui fait de la visio l'année dernière, et donc qu'on utilise donc en interne tous les jours. Et donc on a des codires régulièrement chez Keio, et régulièrement les retardataires commencent effectivement, comme Jean-Baptiste le disait, dans sa voiture avec sa visio dans son téléphone, ce qui n'est pas très prudent. Mais ça montre bien qu'on se sent assez léger de pouvoir se dire tiens, j'ai une visio, mais je ne suis pas contraint d'être absolument au bureau derrière mon PC. Je peux la commencer avec mon mobile ou je peux la terminer avec mon mobile. Et c'est en tout cas ce qui va se passer de plus en plus. Ça, j'en suis convaincu. Alors justement, tu avais parlé un petit peu de convergence fixe-mobile. Donc ça, j'aimerais la poser à Bertrand. Dans nos métiers, on nous parle de convergence fixe-mobile depuis plus de 10 ans. Ça fait longtemps que j'entends parler de ça. Pour vous, Bertrand ou d'autres, c'est quoi la convergence fixe-mobile réellement? Alors, ça, effectivement, la convergence fixe-mobile n'est pas nouvelle. Elle existe depuis bien plus de 10 ans. Nous, on avait fait des premiers déploiements de convergence fixe-mobile en Europe du Nord il y a plus de 10 ans. Mais Bouygues Télécom aussi, hein, avec une offre, si je me rappelle bien, qui s'appelait Business Synchro, qui était une des premières offres de convergence fixe-mobile au niveau voix. Donc, ce n'est pas un concept nouveau, mais c'est un concept qui continue d'évoluer et qui vient s'enrichir. Convergence fixe-mobile, on a aussi utilisé le terme mobile first, en tout cas le terme anglo-saxon.
Mais pour moi, la convergence fixe-mobile, c'est d'un côté le rapprochement, la combinaison de deux silos historiques, hein, le silo fixe et le silo mobile. Et le silo fixe, c'est à la fois des numéros, hein, des identifiants fixes, un réseau fixe, un terminal fixe, et de l'autre côté, des numéros mobiles, des réseaux mobiles et des terminaux mobiles. Comment rapprocher, comment combiner ces deux silos, et en particulier en termes d'usage. Alors concrètement, ça se traduit au niveau de services voix et de téléphonie d'entreprise par la capacité de choisir son identité quand on passe en appel. On le passe du fixe, du mobile, on présente le numéro qu'on veut. Il y a d'ailleurs certains acteurs qui sont spécialisés dans ce rajout d'identité, de numéros, hein, comme On-Off par exemple, hein, On-Off Télécom qui permet de prendre des numéros temporaires, de rajouter des identités et de venir les plaquer sur sa solution. Donc, choisir son identité, être joignable comme on veut, hein, joignable sur son mobile, même si on était appelé sur son fixe, joignable sur son fixe, même si on était appelé sur son numéro de mobile, et quel que soit le réseau par lequel la communication transite. Mais surtout, je pense, pour la création de valeur, c'est surtout de pouvoir bénéficier de services de téléphonie et de communication d'entreprise aussi sur ces numéros de mobile, d'avoir des files d'attente, d'avoir de la supervision d'appel, savoir que son collaborateur est en ligne sur son mobile au lieu de pour pas lui transférer un appel, ou pour des services de centre d'appel également, où cette supervision est importante, voire aussi pour faire de l'enregistrement systématique d'appels. Enregistrer des appels mobiles, ce n'est pas si simple. La convergence fixe-mobile permet d'enregistrer les appels mobiles de manière assez simple. Donc, pour ça, c'est pour donner des exemples concrets de services. Et on peut penser aussi à d'autres types d'intégration, mais je vais laisser. Justement, penses-tu, justement, tu parlais d'intégration, penses-tu aussi intégrer le mobile dans les applications de téléphonie d'entreprise, carrément? Est-ce que tu penses que c'est l'avenir? Oui, effectivement, une autre façon de le voir, c'est de se dire il y avait des solutions de téléphonie d'entreprise qui étaient assez riches fonctionnellement, hein, parce qu'elles existent depuis longtemps et elles se sont enrichies au fil du temps. La convergence fixe-mobile, c'est venir plaquer les numéros de mobile et de les accoler sur ces solutions de téléphonie et de communication d'entreprise. Et ça permet, par exemple, de faire des intégrations CRM, des intégrations métiers. Historiquement, ces couplages n'étaient pas faits parce qu'ils se faisaient sur des numéros de fixe et les silos les empêchaient. Et c'est une force pour les entreprises et pour les intégrateurs de proposer aux entreprises ces couplages. Ça permet aux entreprises de mieux intégrer les numéros de mobile, l'activité de leurs commerciaux, l'activité de leurs équipes, même quand elles sont faites sur leur numéro de mobile, dans les applications métiers. Et je pense que ce sont deux tendances fortes du marché, les intégrations dans les applications métiers et la mobilité. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, Nicolas ou Luc, de ça? Comment vous abondez? Que du bien, moi j'en pense que du bien. Non, la convergence, effectivement, c'est pas un sujet nouveau. Donc, Bertrand faisait référence à Business Synchro chez Bouygues Télécom qu'on a lancé en 2008. Donc, une offre effectivement qui était déjà à son couture de la vraie convergence entre le fixe et le mobile. Aujourd'hui, moi je suis chez Keio et c'est quand même notre cœur de système et notre cœur de compétences et c'est le cœur de notre activité. Et en fait, tout ce qu'on fait autour, aujourd'hui, nous, c'est pour vendre notre solution de convergence. Elle n'est pas encore suffisamment connue et reconnue, donc que ce soit par nos clients ou par nos partenaires. Mais c'est sûr que moi, je considère que c'est vraiment l'avenir et que le sujet de pouvoir jongler, passer de l'un à l'autre, en voix, mais aussi demain, pareil, en visio. Hein, donc, c'est le sujet de la visio, c'est pareil, c'est la même. Et sur des applications métiers, c'est pareil. Le sujet, c'est d'être dans une convergence la plus simple possible entre l'activité fixe, qu'elle soit sur un téléphone ou sur un PC, ou l'activité mobile, donc que l'on peut faire par ailleurs. Oui. Et JB, là, comment tu vois l'évolution des offres fixes mobiles? Seront-elles toujours d'actualité pour toi? Ne va-t-on pas vers un monde tout mobile finalement? Après, si on se place vraiment sur le plan des utilisateurs, la discussion entre le monde fixe et le monde mobile, même si ça a une réalité technique derrière tout ça, c'est pas forcément ce qu'ont envie d'entendre les utilisateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment cette idée du sans couture, l'idée de dire j'ai un téléphone
quel qu'il soit, finalement, quelle que soit la technologie avec laquelle je le relie au système auquel il doit être connecté, un poste de standardiste dans une entreprise, il aura toujours besoin d'un certain nombre de fonctionnalités, quelle que soit la manière avec laquelle il est connecté. Et peut-être que dans certains cas, ça sera top si la standardiste, elle peut le ramener chez elle parce qu'il y a juste une carte SIM à l'intérieur. Donc, le sujet en fait de la convergence fixe mobile, j'ai envie de dire que il inondera le marché une fois qu'on l'aura dépassé. Parce que ce qu'attendent nos clients, enfin, moi je vois aujourd'hui avec nos partenaires, alors les applications ont permis de contourner un petit peu cette notion de fixe mobile en mettant du fixe sur du mobile. Mais finalement, l'enjeu c'est quoi? C'est de dire j'ai un numéro de téléphone, voire j'en ai plusieurs. Je suis dans une entreprise avec des stratégies d'appel, avec des fonctionnalités. Et finalement, quel que soit le 01, 04, 02, 06 ou 07, tout ça fonctionne de la même manière. Et donc, à un moment donné, ne plus avoir à dire à un client final, je te vends de la convergence fixe mobile, mais je te vends plutôt une application où je mets en service une application chez toi ou un service qui va te permettre d'avoir une stratégie de gestion de tes appels parce que derrière, c'est lié à ton métier, à ton business, intelligente, performante, connectée à tes applications et ne plus parler des enjeux réseau qu'il y a derrière parce qu'ils sont gérés en couche basse. Finalement, c'est ça qu'on a tous envie d'arriver à faire parce qu'après, on va parler métier, on va parler gain de productivité chez nos clients et c'est là qu'on peut vraiment faire la différence. Et c'est pour ça que nous, nos partenaires, c'est ce qu'on essaye de leur dire. On n'a pas vocation à leur dire voilà ce que vous devez vendre à vos clients. On sait que sur ces sujets-là, sur ces sujets d'innovation, on peut être force de proposition, mais finalement, c'est sur le terrain qu'on va inventer les usages associés à ça. Et ces usages, ils ne parleront pas de convergence fixe mobile, ils parleront de services, d'applications ou autres. Donc, Nicolas, sur le fixe mobile, est-ce qu'on ne va pas vers les dernières années de la téléphonie fixe Moi, effectivement, je suis un peu plus partagé que mes camarades. Bon, c'est vrai que le marché grand public et le marché entreprise, même si ce sont deux marchés différents, il y a quand même une forme de passerelle, hein. Les habitudes du grand public se transfèrent d'une manière ou d'une autre sur la manière de vivre des salariés. Et aujourd'hui, on constate quand même sur le grand public que sur les offres fixes, d'abord, il y a de plus en plus d'offres fixes 2P qui sont vendues, voire 1P, puisqu'on se contente simplement d'un accès Internet. Et puis deuxièmement, sur les offres 3P classiques, on constate quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ne demandent plus de portabilité du numéro, alors qu'ils avaient un numéro géographique. Donc il y a quand même pas un désamour, mais un désintérêt du numéro fixe qui est de plus en plus fort. Alors après, les habitudes ne changent jamais aussi vite qu'on peut l'imaginer, hein. Il y a quand même toujours une vertu à avoir un numéro fixe, géographique. Ça sécurise une entreprise, ça la crédibilise par rapport à un numéro un peu exotique en 07. Mais voilà, je pense quand même qu'on va progressivement vers un monde où le numéro fixe sera de moins en moins partagé et la communication sera de plus en plus individuelle. Évidemment sans couture, avec un device qui sera dans une main ou sur un écran un peu plus grand. En tout cas, c'est ma conviction. Ouais. Moi, je pense effectivement qu'on va sûrement assez vite vers du tout mobile, parce que finalement, ce qui est nouveau, ce sont ces offres tout mobile. On en voit en France quelques-unes, du tout mobile et de la substitution fixe mobile. En Europe du Nord, c'est clairement le cas, hein. Nous, on a plusieurs déploiements. 90%, on est le fournisseur d'Elisa, qui est le plus gros déploiement européen, 300 000 utilisateurs, 90% en tout mobile. Mais encore pas mal de numéros fixes. Donc, le numéro fixe attaché au mobile, mais que du mobile. Et ça, et beaucoup d'intégration métier, beaucoup de services à valeur ajoutée. Et je pense que ça nous ouvre le chemin, même si chaque pays, chaque culture évoluera à son rythme. Mais je pense que Nicolas faisait remarquer que les gens se désintéressent de leur numéro fixe progressivement à titre privé. Et je pense que progressivement, on va vers du tout mobile avec un tout petit peu plus d'adhérence pour le numéro fixe dans le domaine B2B, je pense.
Après, on a encore beaucoup de clients entreprises qui sont hyper attachés à leur numéro géographique. Donc, ce que décrivait Nicolas sur la partie grand public, honnêtement, aujourd'hui, je trouve qu'on en est vraiment loin sur la partie entreprise. Pour vous donner un exemple très, très concret, on a une offre de convergence fixe mobile qui permet à un utilisateur de manière totalement transparente en fait, de connecter son mobile à sa solution de téléphonie fixe. Dans 99% des cas, le fonctionnement qu'ont les utilisateurs qui ont deux numéros, c'est de présenter quasiment systématiquement leur numéro fixe pour tous leurs appels professionnels et finalement de considérer leur numéro mobile qui sonne de la même manière, hein, de considérer leur numéro de mobile comme un accès privilégié qu'ils ne veulent pas forcément partager. Donc, enfin, évidemment, après, tout ça, c'est qu'une question de timing. Mais aujourd'hui, très concrètement, sur tous les projets de convergence fixe mobile que je vois passer et que je vois également sur des pays peut-être plus avancés que nous sur ces sujets-là, comme les Pays-Bas, le numéro fixe, il reste sur le business PME très, très présent. Ce qui disparaît, c'est le terminal fixe sur le bureau, par contre. Exactement. C'est ça. J'ai l'impression en fait que les entreprises sont plus attachées au numéro qu'à la ligne fixe. Oui, tout à fait, ouais. C'est exactement ça. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, donc la téléphonie fixe ne vit pas ces dernières heures, mais on parle surtout plus de complémentarité avec le mobile, ce qui est très intéressant. Et même dans les pays du Nord, où effectivement le mobile a su énormément se développer. Voilà, maintenant qu'on sait que le mobile, effectivement, nous allons devoir intégrer le mobile dans les offres, comment voyez-vous les relais de croissance, justement, dans le mobile? On va vers quoi? Qu'est-ce qui veut répondre à cette question? Nicolas, peut-être? Les relais de croissance dans le mobile, c'est vrai que dans le mobile, on le voit, enfin, on va vers des offres qui sont toujours plus construites autour d'un volume de gigaoctets. Hein. Ça devient le principal aspect d'une offre, hein, puisque la voix est illimitée. Et puis après, bon, il y a toujours évidemment des packages internationaux, mais le Roam Like Atom en Europe a quand même aussi un petit peu simplifié la donne. Donc, moi, je pense qu'on va. Alors, je raisonne peut-être opérateur. Après, les opérateurs de services vont rajouter des couches additionnelles, mais c'est vrai que je pense qu'au-delà de l'enveloppe data, la 5G dont on va parler après va permettre de vendre une qualité de service supplémentaire. La qualité de service supplémentaire, ça va pouvoir être un temps de latence un peu différent pour ceux qui ont des besoins d'urgence ou en tout cas de temps réel avec derrière un peu d'edge networking. Ça va pouvoir être des débits préférentiels pour ceux qui ont besoin d'un service premium, ou ça va pouvoir être de la connectivité M2M démultipliée au kilomètre carré pour ceux qui ont besoin de déployer des flottes comme ça importantes d'IoT. Donc je pense vraiment que ça va être sur du spécifique et du sur-mesure qu'on va commencer à délimiter des services à valeur ajoutée dans le futur sur la partie mobile. Ouais, Bertrand ou JB ou Luc, vous avez des choses à rajouter sur cette question de relais de croissance? Moi, je pense que les relais de croissance, ils sont déjà, bon, c'est vrai que la data et l'explosion de la consommation data, je ne sais pas si c'est un relais, c'est une continuation de la course et de la croissance associée au volume de data. Mais ce que je pense, c'est la création de valeur basée sur cette connectivité et sur ce temps réel accru et à la capacité de faire des intégrations métiers et de la verticalisation. Je vois en ce moment énormément d'exemples, par exemple, de ce qu'on appelle le visual support, l'assistance visuelle. Mais d'ailleurs, Luc parlait d'Apizi, c'est aussi un des domaines d'activité. C'est en fait, on renverse la logique, c'est-à-dire sur la même base de technologie, de la vidéocollaboration, du WebRTC, etc., mais vraiment appliqué à un usage vertical. Je veux faire quoi? Je veux me passer de visite d'expert de la part de mon assureur. Et tout d'un coup, centré sur ce use case précis, on utilise la technologie, mais on fait ces intégrations, on utilise la capacité du smartphone, des API, qui sont vraiment aussi pour moi une des révolutions associées au cloud et aux applications, pour créer des nouvelles sources de valeur
Par contre, elles sont beaucoup moins généralistes. Elles sont verticales, elles sont spécialisées. Donc, je pense qu'il y a un renversement de contrôle. Le contrôle était beaucoup aux acteurs télécoms pendant longtemps qui, quand ils le souhaitaient, ouvraient l'accès aux applications si elles voulaient se brancher. Maintenant, c'est l'inverse. Enfin, en tout cas, ça s'inverse. Les acteurs verticaux ont la main sur leurs clients. Ils peuvent intégrer les télécoms dans les applications verticales et la technologie. Donc, je pense que l'intégration des applications métiers et aussi pouvoir s'afficher comme guichet unique, c'est deux aspects des relais de croissance. Okay, merci Bertrand. On va passer à une question sur la partie cybersécurité. Le développement de la cybercriminalité est un véritable sujet qu'on traite un peu tous. La mobilité et les smartphones vont-ils augmenter la menace? Comment améliorer la sécurité avec l'explosion des usages mobiles? Alors, on parle beaucoup de sécurité, cybersécurité sur nos PC, mais quid du mobile? Est-ce que, Luc, tu aurais des choses à nous dire sur cette partie? Moi, j'ai plutôt tendance à vouloir voir la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Donc, moi, je considère que le mobile est plutôt mieux protégé que la partie PC. Donc, même s'il y a effectivement cette cybercriminalité, elle existe, la croissance des attaques est de plus en plus importante. Est-ce que le mobile entraîne une accélération de cette partie-là? Je ne crois pas. Et j'ai plutôt envie de passer un message à tout l'écosystème d'intégration qui pourrait avoir de temps en temps des hésitations à aller vers le mobile. N'ayez pas d'hésitation. Je pense que c'est vraiment un marché formidable et fabuleux dans lequel vous avez tout intérêt à trouver, en tout cas, votre bonheur là-dedans. Et la partie sécurité, elle existe aujourd'hui de façon intrinsèque. Hein. Les acteurs des télécoms, les Samsung qui ont des applications totalement intégrées. Et puis, il y a plein de solutions pour compléter cette partie-là. Mais ma position est quand même que l'explosion du mobile ne fait pas exploser la cybercriminalité. Le monde du mobile est quand même plutôt mieux protégé, qu'on prend moins de risques à mettre un mobile dans la main de quelqu'un que mettre un PC qui va se connecter à différents réseaux Wi-Fi, donc un collaborateur. Donc ce n'est pas non plus un cataclysme particulier à cause du mobile. Vous êtes d'accord sur ce que dit Luc, Nicolas? Oui. Bon, c'est vrai que la cybercriminalité, déjà, c'est un sujet extrêmement large. Hein, juste pour prendre un exemple qui est un peu loin de la cybersécurité, aujourd'hui, on est face à des attaques de ping call. Je pense que vous en avez tous reçu. Ce sont des numéros en fait exotiques étrangers sur lesquels vous avez juste eu un appel, une tonalité, mais derrière, la personne a raccroché. Et l'idée, évidemment, est de vous faire rappeler, il y a un numéro surtaxé derrière. Bon, ça ne fait pas très, très peur dit comme ça, mais ça commence à peser sur les comptes de certains clients, puisque ce sont des numéros surtaxés à quelques euros l'appel. Après, de manière plus globale, moi, je ne suis pas capable de dire effectivement si les smartphones ou les PC, lequel des deux est le plus sécurisé. En revanche, ce que je me dis, c'est que, in fine, un smartphone doit devenir sécurisé comme n'importe quel autre élément d'un VPN MPLS ou SD-WAN, avec une sécurisation à la fois de l'accès au réseau, hein, ça peut être par une APN dédiée et une IP fixe, et puis une couche logicielle qui va bien. Et ça, effectivement, je pense que c'est un peu la tendance qui est en train de se produire. Mais je ne suis pas sûr que toutes les entreprises considèrent le smartphone comme un élément comme un autre de leur réseau sécurisé. Encore. Merci. Bon, sur la cyber, vous avez des choses à rajouter ou ça vous paraît Moi, je pense qu'il y a beaucoup de moyens de sécurisation qui sont disponibles, les authentifications à 2 facteurs, de la double encryption à clé séparée. Nicolas parlait des APN dédiés pour tomber directement dans le VPN de l'entreprise, etc. Mais peut-être qu'il y a des trous de sécurité au niveau applicatif, au niveau système d'exploitation aussi qui sont à creuser. D'accord. Alors, une question pour Nicolas, puisqu'on va parler maintenant de la partie wholesale qui intéresse quand même beaucoup de nos adhérents. L'offre wholesale mobile est-elle menacée pour nos opérateurs de service? On a bien fait la description de ce que tu as avec un opérateur de service qui sont de plus en plus dans des offres de mobilité. Va-t-elle se réduire dans le temps?
avec le rapprochement effectivement de EI Télécom avec Bouygues, est-ce que les offres Orange, les offres SFR sont toujours aussi proposées dans le wholesale? Voilà, Nicolas, je te laisse nous dire un mot sur ça parce que ça intéresse beaucoup de nos adhérents. Bien sûr. Alors, sur tes deux questions, je vais y répondre dans l'ordre. Bon, sur la première, non, l'offre wholesale mobile n'est absolument pas menacée. Alors, pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, depuis 3-4 ans, on a développé en fait un portefeuille de 60 partenaires VNO à qui on propose un service dont on pense qu'il a une valeur ajoutée et qui permet de faire des forfaits mobiles classiques voix data, mais également des forfaits data only avec ce service d'APN dédié qui marche bien. Ensuite, et là je vais plutôt parler de la stratégie de Bouygues Telecom, alors je vais me permettre d'en parler, dans le projet Ambition 2026 de Bouygues Telecom, il y a une volonté quand même de mettre l'accent de manière assez majeure sur la partie wholesale. Alors, de deux manières. La première, qui est évidemment très importante, c'est qu'il y a eu et c'est toujours en cours, des développements et des déploiements importants pour fibrer en fait tous les sites qui vont transmettre de la 5G. On a besoin de mettre de la fibre pour que les débits de la 5G soient assumés jusqu'au cœur de réseau. Et cette fibre, c'est un projet qui s'appelle Saint-Malo chez Bouygues Telecom, elle va permettre de proposer des offres wholesale FTTO, FTTH, qui vont donc permettre d'amortir, on ne va pas se mentir, le coût du déploiement de cette fibre, mais également de proposer une offre un peu sur mesure de fibre dédiée sur le marché entreprise. Et du coup, effectivement, ces clients sur ce marché B2B, on a envie de les adresser de manière complète avec à la fois de la fibre, mais également du mobile, hein, puisque voilà, BT a racheté EIT et donc dispose d'une plateforme wholesale opérante. Et on se dit que c'est aussi une manière de proposer une alternative sur le marché PME entreprise intermédiaire à Orange, qui préempte beaucoup ce marché, ce qui inquiète d'ailleurs pas mal l'ARCEP. Hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'Orange est un petit peu proactif aujourd'hui sur les propositions wholesale. Voilà, toujours est-il qu'il y a un écosystème que Bouygues Telecom souhaite développer autour du fixe et du mobile sur le segment B2B pour aller adresser des PME, des entreprises intermédiaires. Ça, c'est le premier aspect. Sur l'aspect de l'évolution de l'offre wholesale, plusieurs choses. Oui, elle va évoluer, effectivement, cette offre wholesale. On avait construit une proposition de valeur qui était effectivement assez unique sur le marché avec 3 opérateurs de réseau. On était full, on s'était interconnecté à Orange, SFR, Bouygues Telecom. De manière moyen terme, on va continuer à proposer à tous nos clients la capacité d'acheminer du trafic sur les 3 opérateurs Orange, SFR, Bouygues Telecom, selon leur choix. En revanche, normalement, à partir de 2023, on n'aura plus cette capacité de transiter du trafic sur Orange SFR. Alors, ce n'est pas notre volonté, hein, c'est vraiment celle des opérateurs historiques dont j'ai parlé. Hein. Évidemment, ils ne veulent pas que Bouygues Telecom commercialise ad vitam leur réseau. En revanche, on va aussi faire évoluer notre offre de service en rajoutant des couches qu'on n'a pas aujourd'hui. Alors, on a commencé par ajouter de la 5G standalone. On va rajouter bientôt de la voix sur Wi-Fi qui est très importante, notamment pour la couverture indoor, de la VoLTE également. Et puis, on continuera d'enrichir notre couche de service, pourquoi pas avec de l'eSIM à terme. Et enfin, le dernier point quand même pour montrer à quel niveau d'importance on classe le wholesale chez Bouygues Telecom, c'est qu'on a un investissement sur cette future plateforme cœur de réseau Bouygues Telecom qui est très très lourd. Donc voilà, on compte vraiment sur toute la conquête qu'on a pu faire ces dernières années et celle qu'on va faire jusqu'à l'arrivée de cette plateforme cœur de réseau pour assumer ces coûts de déploiement qui sont très importants et qui sont stratégiques pour l'entreprise. Merci Nicolas. Des choses à rajouter? Vous posez une question, Nicolas, ou ça paraît clair? Est-ce qu'on va... Nous, côté Enrich, on se réjouit de ces efforts et de ce développement du wholesale parce qu'on travaille depuis pas mal d'années avec EIT pour permettre aux intégrateurs de bénéficier d'offres de convergence fixe mobile comme un
un add-on dans l'offre wholesale de IT. Ok, merci. Alors, on va passer donc à la 5G, là. On va continuer. Donc, le Covid donc, a fait exploser les demandes de connexion Internet 4G. Comment voyez-vous l'arrivée de la 5G et ses usages? Va-t-on vers des offres sans engagement? Voilà, maintenant que je pense que Luc, tu as peut-être des choses à nous dire sur la partie 5G. Et voilà. Alors, la 5G chez Bouygues Telecom s'est lancée, hein, donc, du coup, étant filiale de Bouygues Telecom, c'est comme pour éviter, donc on a accès du coup à ça. Le groupe a une stratégie, comme elle a pu le faire sur la 4G, d'être un acteur majeur de développement de cette technologie. Hein, donc, il va y avoir des batailles encore pendant quelques mois, quelques années sur qui est le premier, qui est le plus fort, qui a la plus belle 5G. Mais pour autant, moi, ce que je peux vous assurer des discussions qu'on a avec notre maison mère, c'est que Bouygues Telecom va faire ce qu'il faut pour être parmi les tout meilleurs sur la 5G et d'être dans un combat, en tout cas, extrêmement important. Qu'est-ce que ça va apporter la 5G aux entreprises? J'ai envie de dire que dans les 2 prochaines années, pas forcément grand-chose, puisque c'est d'abord une capacité pour écouler le trafic. Hein. Donc là, aujourd'hui, la 5G, à l'instant T, qui est ouverte, elle sert d'abord et avant tout à écouler le trafic. Et pour autant, effectivement, à horizon 2023, la 5G, la préfiguration, c'est qu'il y a des capacités d'imaginer un certain nombre d'applications, comme on a pu le faire avec la 4G, sur cette rupture technologique qui va pouvoir, en tout cas, nous permettre et permettre aux développeurs d'imaginer un certain nombre d'applications qui ne tournent pas aujourd'hui, qui tourneront demain. Et mine de rien, ça a l'air loin 2023, mais c'est pas loin du tout. Donc, j'ai envie de stimuler tout le monde à dire si vous avez envie de vous mettre dans le développement d'applications pour demain, commencez à y réfléchir et en tout cas, que ce soit donc Keio au travers de sa maison mère, je pense, ou EIT de la même façon. On est à votre disposition parce qu'on a envie d'accompagner tout ça. Moi, je pense que l'évolution la plus visible pour les utilisateurs, elle sera donc à partir de 2023. Mais l'agitation sur le monde de l'applicatif, donc la préparation de ce moment-là, on va le voir dès l'année prochaine. Je pense qu'il y a déjà des gens qui sont en train de réfléchir d'une façon très sérieuse à faire tourner des applications qui ne sont aujourd'hui pas encore disponibles. Et donc, on est vraiment dans la période cruciale de cette transformation. Donc, la 5G, en tout cas, nous, on capitalise énormément dessus. Et donc, on considère qu'on doit accompagner nos clients et nos partenaires. Je rappelle que quand un client aujourd'hui s'inscrit dans un abonnement télécom, il s'inscrit pour 24 mois, ou plus. Donc, il est déjà en train de s'inscrire dans l'évolution de ce réseau-là. Dans la question, il y avait aussi le sujet de est-ce qu'il va y avoir des offres sans engagement. J'ai envie de vous dire, nous, il y a déjà des offres sans engagement, donc ce n'est pas une nouveauté absolue. Et parenthèse pour tout le monde, on a des offres sans engagement depuis plusieurs années dans notre catalogue à côté de nos offres avec engagement. Bien entendu, on préfère vendre des offres avec engagement, donc ça c'est sûr. Mais pour autant, on se rend compte que le comportement des clients en B2B, entre le sans engagement et le engagement, ne change pas grand-chose. Donc, on n'a pas un churn qui est significativement au-dessus. On a un comportement d'achat, en tout cas, qui fait que nos clients choisissent l'un ou l'autre et qu'à la fin, après plusieurs années d'expérience, finalement, engagement ou sans engagement ne change pas grand-chose. Ce qui fait qu'un client reste ou s'en va, c'est pas ça. Hein. Je rappelle que l'engagement, le côté contractuel du terme, ficelage du terme, c'est quand même pas une belle chose. Moi, je considère qu'aujourd'hui, un client reste parce que l'ensemble du service qu'on lui apporte le satisfait, parce qu'il se sent bien avec son représentant, que ce soit son intégrateur ou son revendeur ou son opérateur. Mais ce n'est pas parce qu'il est coincé par son contrat qu'il va rester plus longtemps. Et ce n'est pas une bonne solution, en tout cas, d'imaginer que c'est comme ça qu'on fidélise nos clients.
Nicolas ou Bertrand ou Jean-Baptiste sur le sujet de la 5G. Et aussi, moi, j'avais une question qui corrobore aussi avec la 5G. C'est la pollution numérique de la 5G. Et on est aussi beaucoup attaqué sur ça. Effectivement, on a pas mal de maires écolos qui attaquent la 5G. Est-ce que vous avez un message à nous faire passer contre ces détracteurs, justement? Ouais, sur la pollution numérique, en fait, quand on écoute les quelques scientifiques un peu crédibles, pas ceux qui racontent qu'on va se faire vacciner avec des petites capsules qui vont nous traquer, en fait, tous reconnaissent qu'il y a une efficacité spectrale qui est plus forte en 5G qu'en 4G. Donc, en gros, je peux passer la même bande passante, mais avec moins d'électricité. Je simplifie, mais ça revient à peu près à ça. Par contre, tous se disent qu'avec cette accélération du débit, on va de plus en plus consommer de la data, donc, in fine, de plus en plus d'électricité. C'est un argument qui est difficile à réfuter. En revanche, si on regarde un tout petit peu plus loin, je vais juste prendre un exemple qu'on a tous en tête sur la 5G, c'est la voiture autonome. En fait, la voiture autonome, elle va être uniquement possible en 5G parce que les temps de latence que permet la 5G sont seuls ceux qui sont compatibles avec tous les algorithmes de machine learning qui permettent à une voiture de conduire, de se piloter automatiquement. On peut imaginer derrière que la voiture autonome, elle va quand même radicalement changer le côté accidentogène de la route. J'espère en tout cas, même s'il y a des tests aujourd'hui qui ne sont pas toujours concluants, qu'on va arriver à une conduite parfaite et que derrière, le nombre d'accidents va être réduit considérablement. Quand on regarde aujourd'hui, il y a à peu près 1 300 000 morts sur la route dans le monde. On peut le comparer aux 2 millions de morts du Covid, c'est un ordre de grandeur assez similaire. Bon, si on se dit qu'une surconsommation d'électricité pour permettre les temps de latence très bas de la 5G et donc une voiture autonome permet d'éviter 1 300 000 morts par an, ou partiellement au moins cette quantité, on peut se dire que le gain sociétal, écologique et économique, il sera juste formidable. Donc j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on prend un élément un petit peu séparé de son contexte, on peut prouver que forcément la techno peut entraîner certaines dérives, mais quand on voit tous les progrès qu'elle va permettre sur des aspects importants de nos vies, j'ai cité la voiture autonome, on peut citer la téléchirurgie, je ne suis pas sûr que le bilan carbone soit en défaveur de cette techno, bien au contraire, in fine. Merci Bertrand. Merci Nicolas. Bertrand, tu as quelque chose à rajouter? Je ne suis pas spécialiste environnemental. Il y a de manière évidente, en tout cas, d'après tous les spécialistes, une meilleure efficacité énergétique, avec des capacités aussi de débit 10 fois supérieures. A priori, 4 fois plus d'efficacité, je crois, j'avais lu. Mais il y a aussi peut-être un point en plus, Nicolas, c'est l'obsolescence des terminaux qui va peut-être être un petit peu encore accélérée. On a déjà une obsolescence assez rapide et des remplacements de terminaux, même s'il y a aussi maintenant du refurbished, mais il y a un aspect peut-être pollution de ce côté-là à prendre en compte. Mais sur l'explosion de la consommation de données, j'entends parler de 200 gigas par mois à un horizon assez court. Peut-être le problème par rapport à cette pollution, c'est peut-être nous-mêmes, en fait, nos comportements par rapport à ces surconsommations. Mais aussi, ça fait rêver certains exemples d'applications, l'IoT, les capteurs, l'intelligence artificielle, cette combinaison. On en parle depuis des années et des années, mais petit à petit, ça arrive et pas forcément du côté où on les attend. Donc, je pense que la créativité des ingénieurs et des individus vont nous réserver des surprises. En tout cas, Philippe, c'est un bon sujet pour le CDRT. Dans quelques mois, nous faire intervenir un expert qui arrive à évaluer de manière globale le bilan carbone de la 5G et à décrire les scénarios, parce que je trouve que les avantages et les inconvénients, ils ont été bien posés ici. Et on sent bien, avec un peu d'humilité, qu'on a quand même du mal à les évaluer, nous, à notre niveau. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens très intelligents qui vont réfléchir là-dessus. Et c'est une suggestion, Philippe, pour une des prochaines soirées CDRT. De toute façon, les bilans carbone, c'est des choses qu'on va aborder et on avait commencé l'année dernière. Tu pourrais inviter Éric Piolle, qui est le maire de Grenoble, qui avait lancé. Et quand il sortira de sa garde à vue, il était en garde à vue la semaine dernière, donc voilà. Ouais. Quand il sortira de garde à vue, peut-être qu'il aura un avis intéressant. Je compte sur toi de le faire pour l'inviter. Oui, c'est pas mon copain, vraiment. Hein.
Donc, juste, je vous remercie. Pour conclure, une dernière question qui va vraiment concerner tout notre auditoire, c'est que proposez-vous pour accompagner vos clients intégrateurs dans les usages autour de la mobilité et accélérer la digitalisation des PME? Parce que c'est vrai que nos intégrateurs, il y en a quelques-uns qui ont été dans le mobile, mais pas beaucoup pour le moment. On est resté un petit peu dans le cloud, la révolution cloud elle est en train de se faire. Le fixe, c'est là d'où on vient, mais mobile, c'est un petit peu du mal à décoller. Quelles sont, chacun de vous, quelles sont vos suggestions justement pour accélérer ça? Qu'est-ce qu'il veut, Luc? Tu veux un petit mot? Vas-y, JB, vas-y, attaquez. Tu me donnes la parole, Luc, merci. Bah ouais, je te donne la parole. Écoute, sur cet aspect-là, aujourd'hui, on a, et c'est vrai ce que disait Nicolas, on a les offres wholesale qui nous permettent d'amener la structure technique nécessaire, c'est-à-dire d'être en mesure de maîtriser tous les flux. Moi, je vois aujourd'hui sur le mobile, il y a encore quelques années, on était encore dans ce vieux modèle économique qui était que le mobile était à côté du reste et il y avait des commerciaux qui passaient chez les clients entreprises pour essayer de réduire la facture, d'offrir un smartphone et tout ça se faisait vraiment de manière décorrélée de l'approche IT, digitale ou même de la stratégie de téléphonie d'entreprise qui était plutôt liée à la partie fixe. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on le voit chez OpenIP Destiny, on a la possibilité d'amener des briques techniques nécessaires et donc de permettre à nos partenaires d'être inventifs. Je compare ça un petit peu à ce qui se passe sur le fixe avec la partie VGA. Il y a eu une valeur ajoutée pour nos intégrateurs à un moment donné de se positionner comme le fournisseur de T0, ligne analogique, plus standard téléphonique, parce que le client avait comme ça une facture globale, un seul interlocuteur. Mais autour d'une ligne analogique qu'on donne accès numérique, les possibilités d'innovation, elles étaient assez limitées. Quand on est passé vers l'IP, on a senti beaucoup de liberté, des possibilités de mettre en place de nouveaux services, de créer du lien avec d'autres applications, de mieux gérer le nomadisme. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui sur le mobile, c'est qu'on a un écosystème qui se crée, qui se décloisonne de l'environnement technique du fixe. Bertrand, il a très bien dit tout à l'heure, il y avait une espèce de cloisonnement entre deux silos, alors qu'aujourd'hui, ces frontières-là, elles sont en train de se casser. Et nous, si on réfléchit par rapport aux intégrateurs qui adressent ce marché entreprise, ça veut dire qu'on leur enlève un certain nombre de poids et qu'on leur crée un terrain de jeu qui est immense et qui intègre effectivement les usages mobiles. Et c'est de cette manière-là, finalement, qu'on imagine répondre à ces besoins ou créer de la dynamique, créer de la valeur autour de tout ça. Et moi, je suis étonné du volume pour être très clair, chez OpenIP, on fait du mobile depuis un peu plus d'1 an. Et je suis vraiment étonné du niveau de vente qu'on arrive à atteindre. Et je suis hyper impatient de voir ce qu'on va faire avec l'offre de convergence fixe mobile, la qu'on lance dans quelques semaines, qui permet vraiment de totalement décloisonner l'environnement de la téléphonie fixe et de la téléphonie mobile. Et là aussi, c'est un peu ce que je disais pendant toute cette intervention, c'est que on sait que ces usages-là, on va les créer avec nos partenaires et avec nos clients. On va leur donner quelques exemples d'usages qu'on a imaginés de manière très théorique, mais je suis persuadé qu'on va voir revenir du terrain à partir du moment où nos intégrateurs auront perçu la puissance d'innovation qu'ils ont entre les mains, qu'on va voir revenir du terrain des usages géniaux, très pratiques, très pragmatiques, qui rendent la vie plus simple et plus efficace dans les entreprises. Donc, c'est plus finalement une approche lever les barrières techniques et ensuite derrière savoir partager les usages qui nous semble la clé de succès quand on réfléchit à nos partenaires intégrateurs. Merci pour ce message optimiste. D'autres personnes veulent rajouter quelque chose? Sinon, on a terminé. On va faire 1h30, c'était prévu, donc on est pile poil dans le timing. Moi, j'ai éventuellement un point, c'est que souvent, j'ai entendu les intégrateurs et les acteurs du fixe dire dans le mobile, avec les offres wholesale, etc., difficulté de marge, etc., comment on va construire un autre argumentaire. Donc, on a essayé de fournir certains exemples de services à valeur ajoutée. Il y a eu des offres aussi wholesale qui apportaient de la valeur aussi dans leur positionnement. Et c'est par les usages et par les intégrations avec les applications. Donc, je pense pour l'intégrateur, c'est
de plus voir le mobile comme une menace, comme aussi historiquement, certains avaient pu voir le cloud comme une menace, mais le prendre à bras le corps et transformer son métier sur la base de technologies d'API, en utilisant les différentes briques technologiques et l'innovation qui est mise à disposition pour avoir une offre globale auprès de leurs clients entreprises. Ok. Pour compléter, juste, je suis complètement en phase avec la vision optimiste de Jean-Baptiste et ce que vient de dire Bertrand. C'est le conseil que j'ai à donner aux intégrateurs, c'est que le mobile, c'est pas si simpliste qu'ils peuvent l'imaginer, c'est pas si fermé que ce qu'ils peuvent imaginer. Ça s'intègre de plus en plus, justement, avec ces esprits de convergence à tout ce qu'ils font autour du fixe. Donc, du coup, je les encourage à le regarder avec un œil bienveillant, positif, et même donc avec envie. Donc, nous, en tout cas, on a envie de les accompagner là-dedans, on a envie de leur montrer, de les aider à prendre ce truc-là. Et puis, il y a effectivement le mobile au sens, j'intègre le mobile dans mes solutions, mais il y a aussi le mobile avec des applications. Tout à l'heure, Bertrand faisait référence gentiment à ce que Apizzi fait dans la partie diagnostic, c'est l'utilisation du mobile des clients de nos clients, c'est-à-dire quand vous avez des entreprises qui font du diagnostic ou du SAV, savoir avoir des applications qui permettent aussi de s'interconnecter avec le mobile de l'utilisateur derrière pour pouvoir éviter des rendez-vous, éviter des déplacements, faire des diagnostics à distance. Ça, c'est aussi la manipulation des solutions qui sont autour du mobile, qui permettent à des intégrateurs, à des développeurs d'avoir plein d'idées et plein de possibilités avec tout un mécanisme d'API qui, en tout cas, je trouve, ouvre des portes extrêmement intéressantes pour le monde de l'intégration et du développement. Merci Luc, merci à tous pour effectivement vos interventions pertinentes. Je pense que ça a apporté un éclairage à nos adhérents et à notre auditoire. Maintenant, on a hâte de vous retrouver tous en présentiel le 22, si vous voulez venir, le 22 donc à Paris, le 22 juin, à partir de 19h. Et on pourra alors là rediscuter de tous ces sujets. En tout cas, merci à tous et on continuera à faire des webinars, mais en mode hybride. On fera webinar et présentiel et pas que du webinar, puisque on en a fait un par mois depuis 14 mois. Donc, en tout cas, merci de votre soutien et d'être toujours là. Voilà, à très bientôt. Merci. Merci Merci. Philippe. Merci à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.